Chapitre 2. En posant sa main sur la poignée de la porte, Winston remarqua qu'il avait laissé le carnet ouvert sur la table. Mort à Tonton recouvrait les pages, en lettres assez grandes pour être lisibles à travers la pièce. C'était incroyablement stupide de sa part. Cependant, réalisa-t-il, même dans sa panique, il n'avait pas voulu tacher le papier crémeux en fermant le carnet alors que l'encre n'était pas encore sèche. Il inspira profondément et ouvrit la porte. Une vague d'un intense soulagement l'envahit. Une femme grisâtre et décrépite, aux cheveux épars et au visage buriné, se tenait dehors. « Oh, camarade !» commença-t-elle dans un gémissement lugubre. « Je savais que je t'avais entendu rentrer. Tu penses que tu pourrais passer et jeter un œil à notre évier? Il est bouché et... » C'était Madame Parsons, la femme d'un voisin au même étage. Madame était un mot réprouvé par le parti. Vous étiez censé appeler tout le monde camarade. Mais avec certaines femmes, vous l'utilisiez instinctivement. C'était une femme d'une trentaine d'années, mais elle en paraissait bien plus. On avait l'impression qu'il y avait de la poussière incrustée dans les rides de son visage. Winston la suivit dans le couloir. Ses bricolages amateurs étaient une irritation quasi quotidienne. Les appartements de la résidence de la Victoire, construite dans les années 1930, étaient vétustes et tombés en morceaux. Le plâtre des plafonds et des murs s'effritait, les tuyaux éclataient à la moindre gelée, le toit fuyait dès qu'il neigeait, le chauffage ne tournait qu'à mi-régime quand il n'était tout simplement pas coupé pour faire des économies. Les réparations, sauf celles que vous pouviez faire vous-même, devaient être approuvées par des comités qui pouvaient statuer sur le remplacement d'une fenêtre pendant 2 ans. « Bien sûr, c'est juste parce que Tom est pas là !» se justifia vaguement Madame Parsons. L'appartement des Parsons était plus grand que celui de Winston, et miteux d'une autre façon. Tout avait l'air cabossé et piétiné, comme si l'endroit venait d'être visité par des animaux sauvages. Des restes de jeu, des crosses de hockey, des gants de boxe, un ballon éclaté, un short retourné, jonchaient le sol, et des piles de vaisselle sale et des cahiers écornés recouvraient la table. Au mur pendaient des bannières écarlates de la Ligue de la jeunesse et des infiltrés et une affiche grandeur nature de Tonton. À l'odeur habituelle de choux bouillis, commune à tout l'immeuble, s'ajoutaient de vifs relents de sueur qui, vous les reconnaissiez à la première inspiration, sans vraiment savoir pourquoi, provenaient d'une personne qui n'était pas là. Dans la pièce d'à côté, quelqu'un essayait de suivre le rythme de la musique militaire qui s'échappait toujours du télécran avec un peigne et un rouleau de papier toilette. « C'est les enfants, » dit Madame Parsons, jetant un regard craintif vers la porte. « Ils sont pas sortis aujourd'hui, du coup... » Elle ne finissait jamais ses phrases. L'évier débordait presque d'un liquide verdâtre qui empestait plus que jamais le chou. Winston s'agenouilla et inspecta le siphon. Il détestait se servir de ses mains, et il détestait s'agenouiller, ce qui pouvait réveiller sa toux. Madame Parsons le regardait, inerte. « Oh, si Tom avait été à la maison, il aurait tout réparé vite fait, » dit-elle. « Il adore tout ça, il est si doué de ses mains. » Parsons était un collègue de Winston au ministère de la Vérité. Obèse mais vif, c'était un homme d'une stupidité déconcertante, un amas d'enthousiasme imbécile, une de ces bêtes de somme aveuglées dont dépendait, plus encore que de la police des pensées, la stabilité du parti. À 35 ans, il avait été expulsé contre son gré de la Ligue de la jeunesse et, avant de l'intégrer, il avait réussi à rester aux infiltrés 1 an après l'âge autorisé. Au ministère, il occupait un quelconque poste subalterne, où l'intelligence n'était pas requise. Mais à l'extérieur, c'était un membre important du comité des sports et de tous les autres comités engagés dans l'organisation de randonnées collectives, manifestations spontanées, collectes pour la campagne d'économie et autres activités volontaires. Il vous informait avec une certaine fierté, entre 2 bouffées de sa pipe, qu'il s'était rendu à la maison commune tous les soirs de ces 4 dernières années. Une puissante odeur de sueur, sorte de témoin de son énergie dépensée, le suivait où qu'il allât, et persistait longtemps après son départ. « Vous avez une clé à molette » demanda Winston, la main sur l'écrou du siphon. « Une clé à molette, » répéta Madame Parsons, soudain devenue comme une larve. « Je ne sais pas, je crois. Peut-être que les enfants... »
Il y eut un piétinement de bottes et un autre éclat de peigne quand les enfants chargèrent dans le salon. Madame Parsons ramena la clé à molette. Winston laissa s'échapper l'eau et enleva avec dégoût l'amas de cheveux qui avait bloqué le tuyau. Il nettoya ses doigts du mieux qu'il put avec l'eau froide du robinet et retourna dans l'autre pièce. « Les mains en l'air !» hurla une voix sauvage. Un beau garçon de 9 ans, bien bâti, était apparu de derrière la table et pointait sur lui son faux pistolet automatique, tandis que sa petite sœur, d'environ 2 ans de moins que lui, tenait la même posture avec un bout de bois. Les deux étaient habillés avec des shorts bleus, des chemises grises et des foulards rouges qui formaient l'uniforme des infiltrés. Winston leva les mains au-dessus de sa tête, mais avec un sentiment d'inquiétude. Le comportement du garçon était si vicieux que ce n'était peut-être pas complètement un jeu. « Traître !» rugit le garçon. « Tu es un crime-penseur, espion eurasien. Je te tuerai, je te vaporiserai, je t'enverrai aux mines de sel. » Ils bondirent soudain autour de lui, criant « Traître !» et « Crime-penseur !» la petite fille imitant tous les gestes de son grand frère. C'était quelque peu effrayant, comme les galipettes de petits tigrons qui deviendront vite de dangereux mangeurs d'humains. Il y avait une sorte de férocité calculée dans le regard du garçon, un désir évident de frapper ou taper Winston, et la conscience d'être presque assez costaud pour y arriver. Une bonne chose que son pistolet ne fût pas un vrai, pensa Winston. Les yeux de Madame Parsons passèrent nerveusement de Winston à ses enfants et inversement. Dans la lumière du salon, il constata avec intérêt qu'il y avait vraiment de la poussière dans les crevasses de son visage. « Les garnements !» s'exclama-t-elle. « Ils sont déçus parce qu'ils ne pourront pas aller à la pendaison. J'ai trop de boulot pour les emmener et Tom va pas rentrer du travail à temps. »« Pourquoi on peut pas aller à la pendaison ?» gronda le garçon de sa grosse voix. « Veux voir la pendaison, veux voir la pendaison !» reprit la petite fille, toujours en gambadant. Winston se souvint que plusieurs prisonniers eurasiens, coupables de crimes de guerre, devaient être pendus dans le parc ce soir. Ce spectacle, toujours populaire, avait lieu à peu près tous les mois. Les enfants réclamaient toujours d'y aller. Il prit congé de Madame Parsons et passa la porte. Il n'avait pas fait 6 pas dans le couloir que quelque chose lui heurta le cou. La douleur fut fulgurante. C'était comme si on lui avait enfoncé un bout de métal chauffé à blanc. Il se retourna juste à temps pour voir Madame Parsons traîner son fils à l'intérieur, tandis que ce dernier rangeait un lance-pierre dans sa poche. « Goldstein !» beugla le garçon, alors que la porte se refermait sur lui. Mais ce qui frappa le plus Winston fut le regard de peur désespéré sur le visage grisâtre de la femme. De retour dans son appartement, il passa rapidement devant le télécran et se rassit à sa table, toujours en se frottant le cou. La musique dans le télécran avait cessé. À la place, une voix martiale lisait, avec un appétit brutal, une description des armements de la nouvelle forteresse flottante qui venait de jeter l'ancre entre l'Islande et les îles Féroé. Avec ses enfants, pensa-t-il, cette pauvre femme devait vivre dans la terreur. Encore 1 an ou 2, et il l'épirait jour et nuit, guettant le moindre signe d'hétérodoxie. Quasiment tous les enfants, maintenant, étaient horribles. Le pire était qu'à cause d'organisations comme les infiltrés, ils étaient systématiquement transformés en petits sauvages ingouvernables, et pourtant cela ne leur donnait aucune envie de se rebeller contre la discipline du parti. Au contraire, ils adoraient le parti et tout ce qui lui était lié. Les chants, les processions, les banderoles, les randonnées, les entraînements avec des fusils factices, les slogans scandés, la vénération de tonton, c'était une sorte de jeu grandiose pour eux. Toute leur férocité était canalisée vers l'extérieur, contre les ennemis de l'État, contre les étrangers, les traîtres, les saboteurs, les crimes-penseurs. Il était presque normal pour les personnes de plus de 30 ans d'être effrayées par leurs propres enfants. Et à raison, il ne se passait pas 1 semaine sans que le Times ne publiât un paragraphe racontant comment un morveux sournois, un enfant héros, avait surpris des paroles compromettantes et dénoncé ses parents à la police des pensées. La douleur du lance-pierre était passée. Il reprit son porte-plume sans entrain, se demandant s'il pourrait trouver autre chose à écrire dans son journal. Il repensa soudain de nouveau à O'Brien. Il y avait quelques années, 7 ans peut-être, il avait rêvé qu'il traversait une pièce plongée dans l'obscurité. Et en passant, quelqu'un assis à côté de lui avait dit «
Nous devrions nous rencontrer là où l'obscurité n'existe pas. C'était dit tranquillement, presque négligemment, une proposition, pas un ordre. Il avait continué sans s'arrêter. Le plus curieux était qu'à ce moment-là, dans le rêve, les mots ne l'avaient pas vraiment marqué. Ce ne fut que plus tard, et petit à petit, qu'ils commencèrent à prendre sens. Il ne se souvenait pas si c'était avant ou après ce rêve qu'il avait vu O'Brien pour la première fois. Il ne se souvenait pas non plus quand il avait associé la voix à O'Brien. Mais dans tous les cas, il l'avait reconnu. C'était O'Brien qui lui avait parlé dans l'obscurité. Winston n'avait jamais pu déterminer, même après que leurs regards se fussent croisés ce matin, si O'Brien était un allié ou un ennemi. Cela n'avait au fond qu'assez peu d'importance. Il y avait entre eux un lien de compréhension, plus important que de l'affection ou de la camaraderie. Nous devrions nous rencontrer là où l'obscurité n'existe pas, avait-il dit. Winston ne savait pas ce que cela signifiait, mais d'une façon ou d'une autre, cela se réaliserait. La voix dans le télécran marqua une pause. Un coup de trompette, cristallin et harmonieux, résonna dans l'air stagnant. La voix se fit stridente. « Votre attention, s'il vous plaît. Une dépêche vient d'arriver depuis le front du Malabar. Nos forces en Inde du Sud ont arraché une victoire triomphante. Nous pouvons officiellement considérer que les exploits que nous rapportons pourraient vraisemblablement amener la guerre un peu plus près de son terme. Dans le détail... » Les mauvaises nouvelles ne tarderaient pas, songea Winston. Et effectivement, après une description sanglante du massacre de l'armée d'Eurasia et des chiffres impressionnants de morts et de prisonniers, vint l'annonce que les rations de chocolat seraient réduites, à partir de la semaine prochaine, de 30 à 20 grammes. Winston rôta à nouveau. Les effets du gin s'effaçaient, laissant place à un sentiment de vide. Le télécran, peut-être pour célébrer la victoire, peut-être pour oublier la diminution du chocolat, joua l'hymne Océania tout pour toi. Vous étiez supposé vous lever en réponse, mais là où il était, personne ne le voyait. Océania tout pour toi fit place à une musique plus légère. Winston marcha jusqu'à la fenêtre. Le temps était toujours clair et froid. Quelque part au loin, un missile explosa dans un grondement sourd. Une vingtaine ou une trentaine tombaient sur Londres chaque semaine en ce moment. Dans la rue, le vent battait toujours l'affiche, et le mot « Hang Sok » apparut et disparut opportunément. Hang Sok, les principes sacrés de Lang Sok, la nouveau-langue, le double pense, la malléabilité du passé. Il se sentit comme errant dans la flore des profondeurs sous-marines, perdu dans un monde monstrueux, où lui-même était le monstre. Il était seul. Le passé était mort, le futur inconcevable. Quelle certitude pouvait-il avoir que ne serait-ce qu'un seul être humain était de son côté? Et comment savoir si la domination du parti ne durerait pas pour toujours? Comme une réponse, les 3 devises sur la façade blanche du ministère de la Vérité lui revinrent. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Il sortit une pièce de 25 centimes de sa poche. Là aussi, en tout petit, les mêmes devises étaient inscrites, et l'autre face portait le visage de Tonton. Même sur la pièce, les yeux vous suivaient. Sur les pièces, sur les timbres, sur la couverture des livres, sur les banderoles, sur les affiches, sur les paquets de cigarettes, partout. Toujours les yeux vous suivaient, toujours la voix vous enveloppait. Endormi ou éveillé, travaillant ou mangeant, dedans ou dehors, au bain ou au lit, aucune échappatoire. Rien ne vous appartenait, sinon les quelques centimètres cubes dans votre crâne. Le soleil avait tourné, et la myriade de fenêtres du ministère de la Vérité, qui ne réfléchissait plus la lumière, était aussi sinistre que les meurtrières d'une forteresse. Son cœur vacilla face à l'imposante pyramide. Elle était trop solide, elle ne pouvait pas être détruite. 1 millier de missiles ne la battraient pas. Il se demanda à nouveau pour qui il écrivait le journal. Pour le futur, pour le passé, pour un temps peut-être imaginaire. Et devant lui se trouvait non pas la mort, mais l'annihilation. Le journal serait réduit en cendres et lui-même vaporisé. Seule la police des pensées lirait ses écrits, avant de les supprimer du monde et des mémoires. Comment pourriez-vous en appeler au futur quand aucune trace de vous, pas même un mot anonyme griffonné sur un bout de papier, ne survivra? Le télécran sonna 14 heures. Il devait partir dans 10 minutes pour être de retour au travail à 14h30.
Étrangement, la sonnerie sembla lui redonner de la vigueur. Il était un fantôme solitaire, proférant une vérité que jamais personne n'entendrait. Mais tant qu'il la proférerait, d'une façon assez obscure, la continuité ne serait pas rompue. Ce n'était pas en se faisant entendre, mais en restant lucide, que vous transmettiez l'héritage humain. Il retourna à sa table, ancra son porte-plume et écrivit. Au futur ou au passé, à un temps où la pensée est libre, où les humains sont différents les uns des autres et ne vivent pas seuls, à un temps où la vérité existe et où ce qui est fait ne peut pas être défait, du temps de l'uniformité, du temps de la solitude, du temps de Tonton, du temps du double pense, salutations. Il était déjà mort, songea-t-il. Il lui sembla que ce n'était que maintenant, depuis qu'il avait réussi à formuler ses pensées, qu'il avait franchi une étape décisive. Les conséquences de chaque acte sont contenues dans l'acte lui-même. Il écrivit « Le crime pense ne menace pas de mort. Le crime pense est la mort. » Maintenant qu'il se considérait comme un homme mort, il était important de rester vivant le plus longtemps possible. 2 doigts de sa main droite étaient tachés d'encre. C'était exactement ce genre de détail qui pouvait vous trahir. Quelques curieux zélés au ministère, probablement une femme, du genre de la blonde ou de la brune du département des fictions, commenceraient à se demander pourquoi il avait écrit pendant la pause déjeuner, pourquoi il avait utilisé un porte-plume, qu'est-ce qu'il avait bien pu écrire, et faire un rapport au service approprié. Il alla dans la salle de bain et gratta consciencieusement l'encre avec le savon marron, si rêche qu'il vous irritait la peau comme du papier de verre, et était donc parfait dans cette situation. Il rangea le journal dans le tiroir. Il était inutile de penser à le dissimuler, mais au moins pouvait-il faire en sorte de savoir si son existence avait été ou non découverte. Un cheveu posé sur la tranche était trop évident. Du bout du doigt, il prit un grain de poussière blanc et le déposa sur un coin de la couverture, d'où il était sûr qu'il serait éjecté si le carnet était déplacé. Chapitre 3. Winston rêvait de sa mère. Il devait avoir 10 ou 11 ans, pensa-t-il, quand sa mère avait disparu. Imposante et majestueuse, cette femme plutôt silencieuse se mouvait lentement et avait de magnifiques cheveux blonds. Ses souvenirs de son père étaient plus flous. Sombre et fin, toujours impeccablement vêtu de noir, Winston se remémorait particulièrement les très fines semelles de ses chaussures, portant des lunettes. Les deux avaient sûrement été happés par les premières grandes purges des années 50. À présent, sa mère était assise quelque part en contrebas avec sa petite sœur dans les bras. Il ne se souvenait pas du tout de sa petite sœur, si ce n'est comme d'un frêle bébé, toujours silencieux, aux larges yeux attentifs. Toutes les deux le regardaient. Elles étaient dans une sorte d'endroit souterrain, comme le fond d'un puits ou une tombe très profonde qui, bien que déjà bien en dessous de lui, s'enfonçait encore. Elles étaient dans le salon d'un bateau qui coulait, le regardant à travers les eaux s'assombrissant. Et il y avait toujours de l'air dans le salon. Elles pouvaient toujours le voir, il pouvait toujours les voir, mais elles continuaient à couler dans les eaux verdâtres qui pouvaient à tout moment les faire disparaître à jamais. Il était là, dans l'air et la lumière, pendant qu'elles étaient aspirées vers la mort, et elles étaient là-bas parce que lui était là-haut. Il le savait, et elle le savait, et il pouvait voir sur leur visage qu'elle le savait. Il n'y avait nul reproche sur leur visage ou dans leur cœur, seulement la conscience qu'elle devait mourir pour que lui pût survivre, et que c'était l'inévitable ordre des choses. Il ne pouvait pas se souvenir de ce qu'il s'était passé, mais il savait que, dans son rêve, les vies de sa mère et de sa sœur avaient été sacrifiées pour la sienne. C'était un de ces rêves qui, bien qu'ayant les caractéristiques du songe, était la continuation d'une démarche intellectuelle où l'on prenait conscience de faits et d'idées qui semblaient toujours nouvelles et valables au réveil. Ce qui frappait maintenant Winston, c'était que la mort de sa mère, quelque 30 ans plus tôt, avait été tragique et douloureuse, ce qui n'était plus possible aujourd'hui. La tragédie, réalisa-t-il, appartenait aux anciens temps, quand il y avait encore de l'intimité, de l'amour et de l'amitié, et quand les membres d'une famille se soutenaient par pur instinct. Les souvenirs de sa mère lui torturaient le cœur, car elle était morte en l'aimant, quand lui était trop jeune et trop égoïste pour l'aimer en retour,
et parce que, même s'il ne se rappelait plus comment, elle s'était sacrifiée pour une conception de la loyauté qui était intime et inaltérable. Cela, constata-t-il, n'était plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait la peur, la haine, la souffrance, mais plus la noblesse des émotions, plus les peines profondes et complexes. Il lui semblait voir tout ça dans les grands yeux de sa mère et de sa sœur, le regardant à travers des centaines de mètres d'eau verdâtre, et s'enfonçant toujours. Il se trouva soudain sur un court gazon, un soir d'été, quand les rayons obliques du soleil dorent le sol. Le paysage qui l'entourait apparaissait si souvent dans ses rêves qu'il ne savait plus s'il l'avait vu en vrai ou pas. Au réveil, il l'appelait la contrée dorée. C'était un ancien pâturage, rongé par les lapins, dans lequel sinuait un sentier et où poussaient quelques taupinières. De l'autre côté du champ, par-dessus la haie dégarnie, les branches d'orme se balançaient lentement dans la brise, leurs feuilles frémissant en ensemble dense comme les cheveux d'une femme. Tout près, mais hors de vue, il y avait un petit ruisseau où de fins poissons argentés nageaient sous les saules. La fille aux cheveux noirs se dirigeait vers lui. Dans ce qui sembla un seul mouvement, elle arracha ses vêtements et les jeta négligemment sur le côté. Son corps était pâle et doux, mais il ne lui procurait aucune envie. Il le regarda à peine. Ce qui l'obnubilait à cet instant, c'était l'admiration pour le geste avec lequel elle s'était débarrassée de ses vêtements. Avec sa grâce et son insouciance, elle semblait anéantir une civilisation entière, tout un système de pensée, comme si Tonton, le parti et la police des pensées pouvaient être dissous dans la splendeur d'un simple mouvement de bras. Ce geste aussi appartenait aux anciens temps. Winston se réveilla avec le mot Shakespeare aux lèvres. Le télécran émit un sifflement strident qui continua sur la même note pendant 30 secondes. Il était 7h15, l'heure du lever pour les travailleurs des bureaux. Winston arracha son corps du lit, nu. Un membre du parti extérieur ne recevait que 3000 coupons d'habillement par an et un pyjama en coûtait déjà 600, et attrapa un débardeur et un caleçon sur une chaise. Les chocs corporels allaient commencer dans 3 minutes. L'instant d'après, il fut pris d'une toux violente, comme quasiment tous les matins au réveil. Elle lui vida tellement les poumons qu'il ne put reprendre sa respiration qu'après s'être allongé et avoir pris de longues inspirations. Ses veines avaient gonflé sous l'effort de la toux et l'ulcère commençait à le gratter. « Groupe 30 à 40 !» jappa une perçante voix féminite. « Groupe 30 à 40 ! À vos places, s'il vous plaît, 30 à 40 !» Winston se releva devant le télécran, sur lequel l'image d'une jeune femme, maigre mais musclée, habillée d'une tunique et de chaussons de gymnastique, était apparue. « Bras pliés, bras tendus !» scanda-t-elle. « En rythme ! Et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Allez camarades, mettez-y du cœur. Et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. » La douleur de la toux n'avait pas complètement effacé le souvenir du rêve dans l'esprit de Winston, et les mouvements rythmés de l'exercice semblaient le raviver. Alors qu'il projetait mécaniquement ses bras d'avant en arrière, son visage portant l'expression de plaisir sinistre considérée comme convenable pendant les chocs corporels, son esprit avait du mal à remonter dans la période trouble de sa petite enfance. C'était extraordinairement difficile. Au-delà de la fin des années 50, tout s'effaçait. Quand il n'y avait pas d'archives extérieures auxquelles vous pouviez vous référer, même les contours de votre propre vie s'émoussaient. Vous vous souveniez d'événements majeurs qui n'avaient probablement jamais existé. Vous vous souveniez de détails d'incidents sans pouvoir ressaisir leur atmosphère, et il y avait de longues périodes auxquelles vous ne pouviez rien associer. Tout était différent à l'époque. Même le nom des pays et leurs contours sur les cartes étaient différents. Aerozone Prime, par exemple, ne s'appelait pas ainsi en ce temps-là. Ça avait été Angleterre ou Grande-Bretagne, mais Londres, il en était presque certain, avait toujours été appelé Londres. Winston ne pouvait pas se remémorer précisément une période pendant laquelle son pays n'avait pas été en guerre, mais il était évident qu'il y avait eu une assez longue période de paix pendant son enfance, puisqu'un de ses plus anciens souvenirs était celui d'un raid aérien qui avait pris tout le monde par surprise. C'était peut-être à cette époque que la bombe atomique s'était abattue sur Colchester.
Il ne se souvenait pas du raid en lui-même, mais il se souvenait de la main de son père serrant la sienne, tandis que précipitamment il descendait dans un endroit enfoui sous terre, tournant et tournant le long d'un escalier en spirale qui résonnait sous ses pieds, et qui exténua tellement ses jambes qu'il commença à pleurnicher, et ils durent s'arrêter et se reposer. Sa mère, de sa lente façon rêveuse, suivait loin derrière eux. Elle portait sa petite sœur, ou peut-être était-ce une pile de couverture. Il ne se souvenait pas si sa petite sœur était déjà née à ce moment-là. Finalement, ils émergèrent dans un endroit bruyant et bondé, et il comprit que c'était une station du métro. Il y avait partout des personnes assises sur le sol en pierre, et d'autres personnes, serrées toutes ensemble, assises sur des lits en métal superposés. Winston, sa mère et son père trouvèrent de la place au sol, et près d'eux, un vieil homme et une vieille femme étaient assis côte à côte sur un lit. Le vieil homme portait un chic costume sombre et une casquette en tissu noir recouvrait ses cheveux très blancs. Son visage était écarlate et ses yeux bleus étaient emplis de larmes. Il empestait le gin. Il semblait en transpirer par la peau et on aurait juré que les larmes qui coulaient de ses yeux étaient du gin pur. Mais bien que saoul, il souffrait également d'une peine réelle et insupportable. De sa manière enfantine, Winston comprit qu'une chose terrible, qui ne pourrait jamais être ni oubliée ni pardonnée, s'était produite. Il lui semblait également savoir de quoi il s'agissait. Quelqu'un que le vieil homme aimait, peut-être une petite fille, avait été tué. Toutes les 2 minutes, le vieil homme répétait « On n'aurait pas dû leur faire confiance. Je l'ai dit, mamie, hein? V'là ce qu'on gagne de leur confiance. Je l'ai toujours dit. On n'aurait pas dû faire confiance à ces enculés. » Mais à quels enculés il n'aurait pas dû faire confiance, Winston ne parvenait pas à s'en souvenir. À peu près à partir de ce moment-là, la guerre avait été littéralement permanente, même si ça n'avait pas été strictement la même guerre. Pendant plusieurs mois, il y avait eu une guérilla urbaine confuse dans les rues de Londres, dont il se souvenait vivement en partie. Mais retracer l'histoire de toute la période, dire qui avait affronté qui tout du long, aurait été impossible, puisque aucune archive écrite, aucun témoignage oral ne faisait mention d'aucune autre situation que la présente. En ce moment, par exemple, en 1984, si on était en 1984, Océania était en guerre contre Eurasia et alliée avec Estasia. Dans aucun discours public ou privé, il n'était admis que les 3 puissances eussent pu former des combinaisons différentes de l'actuelle. En réalité, comme Winston le savait très bien, cela ne faisait que 4 ans qu'Océania était en guerre contre Eurasia et alliée à Estasia. Mais ce n'était qu'une furtive bribe de connaissances qu'il avait en sa possession parce que sa mémoire n'était pas totalement sous contrôle. Officiellement, le changement d'alliance n'avait jamais eu lieu. Océania était en guerre contre Eurasia, donc Océania avait toujours été en guerre contre Eurasia. L'ennemi du moment représentait toujours le mal absolu, et par conséquent, tout accord futur ou passé avec lui était impossible. Le plus effrayant, se dit-il pour la 10 000e fois en tirant douloureusement ses épaules en arrière, les mains sur les hanches, il faisait tourner leur bassin, un exercice supposément bon pour les muscles du dos. Le plus effrayant, c'était que tout ça pouvait être vrai. Si le parti pouvait plonger sa main dans le passé et dire que tel ou tel événement n'avait jamais existé, n'était-ce pas plus terrifiant encore que la torture ou la mort? Le parti disait qu'Océania n'avait jamais été alliée à Eurasia. Lui, Winston Smith, savait qu'Océania avait été alliée à Eurasia, à peine 4 ans plus tôt. Mais où cette connaissance existait-elle? Uniquement dans sa propre conscience, qui dans tous les cas serait bientôt annihilée. Et si tous les autres acceptaient le mensonge que le parti leur imposait, puisque toutes les archives racontaient la même fable, alors le mensonge passait dans l'histoire et devenait la réalité. Qui contrôle le passé, disait le slogan du parti, contrôle le futur. Qui contrôle le présent contrôle le passé. Et pourtant le passé, malgré sa nature malléable, n'avait jamais été altéré. Ce qui était vrai maintenant avait été vrai et serait éternellement vrai. C'était vraiment très simple. Tout ce qui était nécessaire, c'était une série infinie de victoires sur votre propre mémoire. Contrôle de la réalité, l'appelait-il. En ouvlangue, double pense. On se repose, Aboya l'entraîneuse, un peu plus chaleureusement.
Winston relâcha ses bras et remplit doucement ses poumons d'air. Son esprit glissa dans le monde labyrinthique du double pense. Savoir et ne pas savoir, être conscient de toute la réalité tout en racontant des mensonges savamment construits, tenir simultanément deux opinions qui se contredisaient, savoir qu'elles étaient contradictoires et les croire toutes les deux, utiliser la logique contre la logique, répudier la moralité tout en s'en réclamant, croire que la démocratie était impossible et que le parti était le gardien de la démocratie, oublier ce qu'il était nécessaire d'oublier, s'en rappeler au besoin, et l'oublier promptement à nouveau, et par-dessus tout, appliquer le même processus au processus lui-même. C'était l'ultime subtilité. Consciemment persuader l'inconscient et, encore une fois, devenir inconscient de l'acte d'hypnose que vous veniez d'accomplir. Même la compréhension du mot double pense impliquait l'usage du double pense. L'entraîneuse demanda leur attention à nouveau. « Et maintenant, voyons qui de nous peut toucher ses pieds » lança-t-elle, enthousiaste. « Bien droit jusqu'aux hanches, s'il vous plaît, camarades. Une, deux. » Winston détestait cet exercice, qui lui envoyait de la douleur des talons aux fessiers, et lui déclenchait souvent une nouvelle quinte de toux. Ses méditations se firent moins plaisantes. Le passé, se dit-il, n'avait pas seulement été altéré, il avait en fait été détruit. Comment pourriez-vous vérifier le moindre fait s'il n'en existait aucune trace en dehors de votre mémoire ? Il essaya de se rappeler en quelle année il avait pour la première fois entendu parler de Tonton. Ça devait être quelque part dans les années 60, mais il était impossible d'en être certain. Dans l'historiographie du parti, évidemment, Tonton était le meneur et le gardien de la Révolution depuis ses tout premiers jours. Ses exploits étaient repoussés de plus en plus loin dans le temps, et désormais ils s'étendaient dans le monde fabuleux des années 30 et 40, quand les capitalistes et leurs drôles de chapeaux cylindriques parcouraient encore les rues de Londres dans leurs automobiles rutilantes ou dans leurs cabriolets aux vitres de verre. Impossible de distinguer dans cette légende le vrai et l'invention. Winston ne pouvait même pas se rappeler à quelle date le parti avait été créé. Il ne pensait pas avoir entendu le mot Hang Sok avant 1960, mais il était possible que dans sa forme vieux-langue, socialisme anglais, il ait circulé plus tôt. Tout devenait brumeux. Pourtant, parfois vous pouviez mettre le doigt sur un mensonge avéré. Il n'était pas vrai, par exemple, que, comme le clamaient les livres d'histoire du parti, ce dernier avait inventé les avions. Il se souvenait d'avions depuis sa plus tendre enfance. Mais vous ne pouviez pas le prouver. Il n'y avait jamais aucune preuve. Une seule fois dans toute sa vie, il avait eu entre les mains une preuve indiscutable de la falsification d'un fait historique. Et alors... « Smith !» cria la voix hargneuse dans le télécran. 60-79, Smith W. Oui, toi. Plus bas, s'il te plaît. Tu peux faire mieux que ça. Tu ne forces pas. Plus bas, s'il te plaît. Voilà, c'est mieux, camarade. Maintenant, l'équipe, reposez-vous et regardez-moi. Une soudaine fièvre parcourut tout le corps de Winston. Son visage demeura absolument insondable. Ne jamais montrer de consternation, ne jamais montrer de rancœur. Un simple battement de cils pouvait vous trahir. Il regarda l'entraîneuse lever ses bras au-dessus de sa tête. On ne pouvait pas dire gracieusement, mais avec une précision et une efficacité remarquables, se pencher et glisser la première phalange de ses doigts sous ses pieds. « Voilà, camarade, c'est comme ça que je veux vous voir faire. Regardez-moi encore. J'ai 39 ans et j'ai eu 4 enfants. Regardez. » Elle se pencha à nouveau. « Vous voyez, mes genoux ne sont pas pliés. Vous pouvez tous y arriver si vous le voulez. » ajouta-t-elle en se relevant. N'importe qui en dessous de 45 ans est parfaitement capable de toucher ses pieds. Nous n'avons pas tous le privilège de combattre au front, mais au moins nous pouvons tous rester en forme. Souvenez-vous de nos gars au front de Malabar, et les marins de la forteresse flottante. Pensez à ce qu'eux ont à endurer. Maintenant, réessayez. C'est mieux, camarades, c'est bien mieux. Ajouta-t-elle, encourageante, alors que Winston, dans un plongeon brutal, réussit à toucher ses pieds sans plier ses genoux pour la première fois depuis plusieurs années. Chapitre 4. Dans un profond soupir inconscient que même la proximité du télécran ne pouvait l'empêcher de pousser quand sa journée de travail commençait, Winston tira le parler-cri vers lui, souffla sur la poussière de l'embouchure et chaussa ses lunettes.
Puis il déroula et attacha ensemble les 4 petits cylindres de papier qui étaient déjà sortis du tube pneumatique à la droite de son bureau. Dans les murs de la cabine, il y avait 3 orifices. À la droite du parle-écrit, un petit tube pneumatique pour les messages écrits. À gauche, un tube plus grand pour les journaux. Et, dans le mur à côté, à portée de bras de Winston, une large fente protégée par une grille métallique. C'est là qu'on se débarrassait du papier usagé. Des milliers ou des dizaines de milliers de fentes similaires existaient dans le bâtiment, non seulement dans toutes les pièces, mais aussi à intervalles réguliers dans chaque couloir. Pour une raison ou pour une autre, elles étaient surnommées « trous de mémoire ». Quand on savait qu'un document devait être détruit, ou quand on voyait un vieux bout de papier à terre, on soulevait automatiquement la grille du trou de mémoire le plus proche et on le glissait dedans, où il était emporté dans un tourbillon d'air chaud jusqu'aux énormes fourneaux cachés quelque part dans les tréfonds du bâtiment. Winston examina les 4 bouts de papier qu'il avait déroulés. Chacun contenait un message d'1 ou 2 lignes, dans le jargon abrégé, techniquement pas de la nouvelangue, mais consistant principalement en mots de nouvelangue, qui étaient utilisés en interne au ministère. Il disait « Times 17.3.84, discours toute Afrique mal rapporté rectifié. Times 19.12.83, prévision 9e.4e trimestre 83 mal écrite vérifiée numéro jour. Times 14.2.84, mini-plein mal cité, chocolat rectifié. Times 3.12.83, rapportant ordre jour, tout double plus non bon, ref non personne, réécrire totalement, subcontrôle, préarchivant. » Avec un léger sentiment de satisfaction, Winston mit le 4e message de côté. C'était un travail délicat et minutieux, mieux valait s'en occuper en dernier. Les 3 autres constituaient la routine, même si le 2e impliquerait sûrement une plongée laborieuse dans des listes de chiffres. Winston composa anciens numéros sur le télécran et demanda les numéros appropriés du Times, qui arrivèrent du tube pneumatique à peine quelques minutes après. Les messages qu'il avait reçus pointaient vers des articles ou des brèves que pour une raison ou une autre il était nécessaire d'altérer, ou, comme on disait officiellement, de rectifier. Par exemple, dans le Times du 17 mars, Tonton, dans son discours de la veille, avait prédit que le front sud-indien resterait calme, mais qu'une offensive eurasienne aurait prochainement lieu en Afrique du Nord. En réalité, le haut commandement d'Eurasia avait lancé son offensive en Inde du Sud et avait laissé l'Afrique du Nord tranquille. Il était donc nécessaire de réécrire un paragraphe du discours de Tonton pour lui faire prédire ce qu'il s'était réellement produit. Ou encore, le Times du 19 décembre avait publié des prévisions officielles de la production de diverses catégories de biens de consommation pour le 4e trimestre de 1983, qui était aussi le 6e trimestre du 9e plan triennal. Le numéro du jour contenait un relevé de la production réelle, et il apparaissait que les prévisions étaient dans chaque cas grossièrement erronées. Le travail de Winston était de rectifier les chiffres d'origine pour les mettre en accord avec les nouveaux. Quant au 3e message, il faisait référence à une simple erreur qui serait corrigée en quelques minutes. En février, le ministère de l'Abondance avait publié la promesse, les mots officiels étaient engagement catégorique, qu'il n'y aurait pas de réduction des rations de chocolat en 1984. En réalité, comme Winston le savait, les rations de chocolat seraient réduites de 30 à 20 grammes à la fin de cette semaine. Il suffisait de remplacer la promesse d'origine par une mise en garde qu'il serait probablement nécessaire de réduire les rations en avril. Dès que Winston terminait le traitement d'un message, il attachait ses corrections par l'écrite à la copie du Times correspondante et les plaçait dans le tube pneumatique. Puis, d'un mouvement quasi inconscient, il froissait le message d'origine et toutes les notes qu'il avait pu faire et les jetait dans le trou de mémoire, pour être dévoré par les flammes. Il ne savait pas précisément ce qui se produisait dans le labyrinthe invisible des tubes pneumatiques, mais il en connaissait les grands principes. Dès que toutes les corrections jugées nécessaires à un numéro du Times avaient été rassemblées et compilées, ce numéro était réimprimé, son original détruit et la version corrigée archivée à sa place. Ce processus d'altération continue était non seulement appliqué aux journaux, mais aussi aux livres, magazines, brochures, affiches, dépliants,
films, enregistrements sonores, dessins, photographies, à tout type de littérature ou de documentation susceptible d'avoir une importance politique ou idéologique. Chaque jour, et presque chaque minute, le passé était mis à jour. De cette manière, chaque prédiction du parti pouvait être validée par des preuves documentées, et aucun article, aucune opinion exprimée qui entrait en contradiction avec les besoins du moment n'était autorisé à rester dans les archives. L'histoire était un palimpseste, soigneusement effacée et réécrite aussi souvent que nécessaire. Il n'était en aucun cas possible, une fois l'acte effectué, de prouver qu'une falsification avait eu lieu. Le plus grand service du département des archives, bien plus grand que celui où travaillait Winston, était simplement composé de personnes dont la tâche était de rechercher et collecter toutes les copies de livres, de journaux et d'autres documents ayant été supplantés qui devaient être détruites. Un numéro du Times qui pouvait, à cause d'un changement d'alliance politique ou de prophéties erronées de Tonton, avoir été réécrit des dizaines de fois, se trouvait toujours dans les archives, portant sa date de parution d'origine, et aucune autre copie n'existait pour le contredire. De même, les livres étaient sans cesse rappelés et réécrits, et étaient invariablement republiés sans jamais admettre qu'ils avaient été altérés. Même les instructions écrites que Winston recevait, et dont il se débarrassait systématiquement dès qu'il les avait traitées, n'évoquaient ou ne sous-entendaient jamais un acte de falsification. Elles ne mentionnaient que des erreurs, des coquilles ou des mauvaises citations qui devaient être corrigées au nom de l'exactitude. Mais en réalité, se dit-il en réajustant les chiffres du ministère de l'Abondance, ce n'était même pas de la falsification. Ce n'était que la substitution d'un non-sens par un autre. La plupart des documents que vous aviez à traiter n'avaient aucun lien avec le monde réel, pas même le genre de lien contenu dans un vrai mensonge. Les statistiques étaient aussi fantaisistes dans leur version originale qu'une fois rectifiées. La plupart du temps, vous étiez censé les inventer vous-même. Par exemple, les prévisions du ministère de l'Abondance avaient estimé la production de bottes pour le trimestre à 145 millions de paires. La production réelle était de 62 millions. Winston, néanmoins, en réécrivant les prévisions, abaissa la prévision à 57 millions, pour permettre de prétendre, comme d'habitude, que les prévisions avaient été dépassées. Mais dans tous les cas, 62 millions n'étaient pas plus proches de la vérité que 57 millions ou 145 millions. Très vraisemblablement, aucune botte n'avait été produite. Encore plus vraisemblablement, personne ne savait combien de bottes avaient été produites, et encore moins s'en soucier. Tout ce qu'on savait, c'était que chaque trimestre, un nombre astronomique de bottes était produit sur le papier, tandis que peut-être la moitié de la population d'Océania allait pieds nus. Et il en allait de même pour toutes les catégories d'informations archivées, futiles ou importantes. Tout s'estompait dans un monde irréel où, en fin de compte, même la date devenait incertaine. Winston jeta un regard dans le couloir. Dans la cabine en face de la sienne, un petit homme à l'allure pointilleuse et au menton sombre nommé Tillotson travaillait obstinément, un journal plié sur ses genoux et ses lèvres très près de l'embouchure du parle-écrit. Il donnait l'impression de vouloir garder ce qu'il disait comme un secret entre lui et le télécran. Il releva la tête et ses lunettes lancèrent un regard hostile dans la direction de Winston. Winston connaissait à peine Tillotson et n'avait aucune idée de ce à quoi il était employé. Au département des archives, on ne parlait pas ouvertement de son travail. Dans la longue salle sans fenêtre, avec sa double rangée de cabines et son incessant bruissement de papier et de voix murmurant dans un parle-écrit, il y avait une dizaine de personnes dont Winston ne connaissait même pas le nom, bien qu'il les vît tous les jours aller et venir hâtivement dans les couloirs ou gesticuler pendant les 2 minutes de haine. Il savait que dans la cabine voisine, la petite femme aux cheveux blonds besognait du matin au soir, à simplement traquer et effacer dans les articles de presse les noms des personnes qui avaient été vaporisées et donc considérées comme n'ayant jamais existé. Il y avait une certaine cohérence à cela, puisque son propre mari avait été vaporisé quelques années plus tôt. Et quelques cabines plus loin, une créature affable, incapable et rêveuse nommée Ampleforth, aux oreilles très poilues et étonnamment talentueuse pour jongler avec les rimes et les vers, s'affairait à produire des versions illisibles,
nommés textes définitifs, de poèmes qui étaient devenus idéologiquement nocifs mais qui, pour une raison ou une autre, devaient demeurer dans les anthologies. Et cette salle, avec ses presque 50 travailleurs, était seulement une sous-section, une simple cellule, pourrait-on dire, dans l'immense complexité du département des archives. Plus loin, au-dessus, en dessous, d'autres essaims de travailleurs s'affairaient à une multitude de tâches inimaginables. Il y avait les grandes imprimeries avec leurs sous-éditeurs, les experts typographes et leurs studios spécialement équipés pour le trucage de photographies. Il y avait le service des téléprogrammes avec ses ingénieurs, ses producteurs et ses équipes d'acteurs choisis spécialement pour leur talent d'imitation de voix. Il y avait les armées de clercs dont le seul travail était de dresser des listes de livres et de magazines devant être rappelés. Il y avait les vastes entrepôts où les documents corrigés étaient stockés et les fourneaux cachés où étaient détruites les versions originales. Et quelque part, anonyme, il y avait les cerveaux dirigeants qui coordonnaient toute l'entreprise et décidaient des politiques qui rendaient nécessaire que tel fragment du passé dût être préservé, tel autre falsifié et tel autre effacé de toute existence. Et le département des archives, après tout, n'était lui-même qu'une simple branche du ministère de la Vérité, dont la principale mission n'était pas de reconstruire le passé, mais de fournir aux citoyens d'Océania des journaux, des films, des manuels, des programmes de télécran, des pièces de théâtre, des romans, contenant tous les types d'informations, d'enseignements ou de divertissements imaginables, de la statue au slogan, du poème lyrique au traité de biologie et du manuel d'orthographe pour enfants à un dictionnaire de nouvelles-langues. Et le ministère devait non seulement répondre aux divers besoins du parti, mais aussi répéter la même opération au niveau inférieur pour le prolétariat. Il y avait toute une chaîne parallèle de départements s'occupant de la littérature, de la musique, du théâtre et du divertissement prolétarien. Là étaient produits tous les journaux de caniveau qui ne contenaient rien d'autre que du sport, du fait divers et de l'astrologie. Les nouvelles sensationnalistes à 5 cents, les films suintants de sexe et les chansons sentimentalistes qui étaient entièrement composées mécaniquement sur un kaléidoscope spécial appelé un versificateur. Il y avait même une sous-section entière, la pornosec en nouvelle-langue, dédiée à la production de la pornographie la plus abjecte, qui était expédiée dans des paquets scellés et qu'aucun membre du parti, autre que ceux ayant travaillé dessus, n'avait le droit de regarder. 3 messages avaient jailli du tube pneumatique pendant que Winston travaillait, mais il s'agissait de simples tâches, et il les eut accomplis avant que les 2 minutes de haine ne l'interrompissent. La haine finie, il regagna sa cabine, prit le dictionnaire de nouvelles-langues sur l'étagère, poussa le parler-écrit sur le côté, nettoya ses lunettes et s'attela à sa principale mission de la matinée. Le plus grand plaisir de Winston était son travail. La plupart du temps, ce n'était qu'une routine fastidieuse, mais il y avait quelquefois des tâches si difficiles et complexes que vous pouviez vous y perdre comme dans les profondeurs d'un problème mathématique. De délicats actes de falsification où vous n'aviez d'autre repère que votre connaissance des principes de Langsock et votre appréciation de ce que le parti attendait de vous. Winston était doué à ça. On lui confiait même de temps en temps la rectification des articles principaux du Times qui étaient intégralement écrits en nouvelle-langue. Il déroula le message qu'il avait mis de côté plus tôt. Il disait Times 3.12.83 rapportant ordre jour tout double plus non bon, ref non personne réécrire totalement subcontrôle préarchivant. En vieux langue ou langue standard, cela donnerait le reportage sur l'ordre du jour de Tonton dans le Times du 3 décembre 1983 est extrêmement insatisfaisant et fait référence à des personnes inexistantes. Réécrivez-le entièrement et faites contrôler votre brouillon à vos supérieurs avant de l'archiver. Winston parcourut l'article incriminé. Apparemment, l'ordre du jour de Tonton avait été principalement dédié à l'éloge d'une organisation nommée CCFF, qui fournissait en cigarettes et autres commodités les marins des forteresses flottantes. Un certain camarade Withers, membre éminent du parti intérieur, avait sélectionné pour une mention spéciale et gratifié d'une décoration l'ordre du mérite apparent, seconde classe. 3 mois plus tard, les CCFF avaient soudainement été dissoutes, sans raison. On pouvait supposer que Withers et ses associés étaient maintenant en disgrâce, mais il n'y en avait eu aucune mention dans la presse ou au télécran.
Ce n'était pas une surprise, puisqu'il était rare qu'un criminel politique soit jugé ou même publiquement récusé. Les grandes purges impliquant des milliers de personnes, avec les procès publics des traîtres et des crimes-penseurs faisant l'abjecte confession de leurs crimes et étant ensuite exécutés, étaient de grands moments de spectacle qui avaient à peine lieu une fois par an. La plupart du temps, les personnes qui s'étaient attirées les foudres du parti disparaissaient simplement et on n'en entendait plus jamais parler. Personne n'avait la moindre idée de ce qu'il advenait d'elle. Dans certains cas, elle n'était peut-être même pas morte. Winston avait personnellement connu une trentaine de personnes qui avaient disparu à un moment ou à un autre. Winston se frotta lentement le nez avec un trombone. Dans la cabine d'en face, le camarade Tillotson était toujours soupçonneusement recroquevillé sur son parler-cri. Il releva la tête un moment. À nouveau, un coup d'œil hostile. Winston se demanda si le camarade Tillotson travaillait sur le même message que lui. C'était tout à fait possible. Une tâche si complexe ne pouvait pas être confiée à une seule personne, et au contraire, la confier à un comité serait admettre ouvertement qu'un acte de falsification avait lieu. Très probablement, une dizaine de personnes travaillaient en même temps sur des versions concurrentes de ce que Tonton avait réellement dit. Et un des cerveaux du parti intérieur choisirait telle ou telle version, la corrigerait et lancerait le complexe processus de référencement croisé qui serait nécessaire, et le mensonge choisi passerait dans les archives permanentes et deviendrait réalité. Winston ne savait pas pourquoi Withers s'était tombé en disgrâce, peut-être pour corruption ou incompétence. Peut-être que Tonton s'était tout simplement débarrassé d'un subalterne un peu trop populaire. Peut-être que Withers ou un de ses proches avait été suspecté de tendances hérétiques. Ou peut-être, c'était le plus probable, était-ce arrivé parce que les purges et les vaporisations étaient un élément nécessaire de la mécanique de gouvernement. Le seul indice résidait dans les mots ref non personne, qui indiquaient que Withers était déjà mort. Vous ne pouviez pas nécessairement le supposer quand une personne était arrêtée. Quelquefois, elle était relâchée et autorisée à rester en liberté pour une année ou deux avant d'être exécutée. Très rarement, une personne que vous pensiez morte depuis bien longtemps faisait une apparition fantomatique à un procès public où elle incriminait des centaines d'autres par son témoignage avant de disparaître, cette fois pour toujours. Withers, toutefois, était déjà une non-personne. Il n'existait pas. Il n'avait jamais existé. Winston décida qu'il ne serait pas suffisant de simplement inverser la tendance du discours de Tonton. Il serait mieux de le faire parler d'une chose absolument déconnectée du sujet d'origine. Il pouvait transformer le discours en dénonciation habituelle des traîtres et des crimes-penseurs, mais c'était un peu trop évident, tandis qu'inventer une victoire sur le front ou un triomphe de surproduction du 9e plan triennal compliquerait inutilement les archives. Il fallait une pure invention. Soudain surgit dans son esprit, comme déjà prête, l'image d'un certain camarade Ogilvy, qui était récemment mort au combat, dans des circonstances héroïques. En certaines occasions, Tonton dédiait son ordre du jour à la commémoration d'un humble sous-fifre du parti dont la vie et la mort devaient être tenues en exemple digne d'être suivies. Aujourd'hui, il commémorerait le camarade Ogilvy. Il n'y avait en réalité aucun camarade Ogilvy, mais quelques lignes imprimées et des montages photographiques le feraient bientôt exister. Winston réfléchit un instant, puis tira le parler-écrit vers lui et commença à dicter, dans le style de Tonton, un style à la fois militaire et pédant, et à cause d'une manie de poser des questions pour y répondre tout de suite après. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ces faits, camarades ? La leçon, qui est aussi un des principes fondamentaux de Langsoc, est que... etc. etc. Facile à imiter. À l'âge de 3 ans, le camarade Ogilvy avait refusé tous les jouets sauf un tambour, une mitraillette et une maquette d'hélicoptère. À 6 ans, un an plus tôt qu'autorisé, grâce à un assouplissement exceptionnel des règles, il avait rejoint les infiltrés. À 9 ans, il avait été chef de troupe. À 11 ans, il avait dénoncé son oncle à la police des pensées après avoir surpris une conversation qui lui avait semblé avoir des tendances criminelles. À 17 ans, il était devenu organisateur de quartier des jeunesses antisexes. À 19 ans, il avait dessiné une grenade à main qui avait été adoptée par le ministère de la Paix et qui, au premier essai, avait tué 31 prisonniers eurasiens en une seule explosion. À 23 ans, il avait péri au combat.
Poursuivi par des chasseurs ennemis en survolant l'océan Indien avec d'importantes informations, il avait lesté son corps avec sa mitraillette et s'était jeté de son hélicoptère dans les flots, emportant les informations avec lui. Une fin, souligna Tonton, qu'il était impossible de contempler sans un sentiment d'envie. Tonton ajouta quelques remarques sur la pureté et le dévouement de la vie du camarade Ogilvy. C'était un abstinent complet et un non-fumeur. Il n'avait d'autre divertissement qu'une heure quotidienne au gymnase et avait fait vœu de célibat, considérant le mariage et la vie de famille incompatibles avec sa dévotion 24 heures sur 24 au devoir. Il n'avait d'autre sujet de conversation que les principes de Langsock, et d'autre but dans la vie que la défaite de l'ennemi eurasien et la traque des espions, saboteurs, crime-penseurs et autres traîtres. Winston hésita à donner au camarade Ogilvy l'ordre du mérite apparent. Finalement, il trancha que non, à cause de l'inutile travail de référencement croisé que cela induirait. Une fois de plus, il jeta un regard à son rival dans la cabine opposée. Quelque chose lui disait avec certitude que Tillotson était occupé au même travail que lui. Il n'y avait aucun moyen de savoir quelle version serait choisie au final, mais il avait la profonde conviction que ce serait la sienne. Le camarade Ogilvy, inexistant une heure plus tôt, était maintenant un fait. Il lui sembla curieux de pouvoir créer des hommes morts mais pas des vivants. Le camarade Ogilvy, qui n'avait jamais existé dans le présent, existait maintenant dans le passé, et quand l'acte de falsification serait oublié, il existerait aussi authentiquement, et avec les mêmes preuves, que Charlemagne ou Jules César.